Sous les éclats d'une tempête implacable, un destin bascule. Une silhouette tremblante franchit un seuil interdit, guidée par la nécessité, ou peut-être par quelque force plus ancienne, plus profonde. Dans l'ombre, un regard puissant se crispe. Ce visage fragile despierta un souvenir qu'il croyait enterré. Entre eux flotte une tension brûlante, faite de silence, de secrets et d'une promesse que personne n'ose encore nommer. Cette nuit scellera un pacte impossible et éveillera un désir qu'aucun des deux n'avait prévu. Si cette histoire vous émeut déjà, abonnez-vous à notre chaîne pour nous aider à atteindre nos premiers 1000 abonnés. Votre soutien est précieux. La pluie fouettait les rues de Paris comme une malédiction divine, transformant les pavés luisants en un labyrinthe glissant et impitoyable. Émilie, trempée jusqu'aux os, serrait son châle usé contre sa poitrine, ses bottines trouées s'enfonçant dans les flaques qui reflétaient les lueurs vacillantes des réverbères à gaz. À 19 ans, elle n'avait connu que la misère des faubourgs, orpheline depuis l'enfance, survivant comme servante dans les mansions opulentes de la bourgeoisie naissante. Mais ce soir-là, une nuit de tempête déchaînée en 1890, tout bascula. Un cri étouffé déchira l'air. Un carrosse renversé, un homme puissant, gisant inconscient sous la violence des éléments. Sans réfléchir, elle s'approcha, son cœur battant la chamade, ignorant que ce geste la propulserait des ombres de la rue vers les draps soyeux d'un veuf magnate où l'amour et le danger se tissaient en un destin inextricable. Et vous, chers auditeurs, si vous sentez déjà les frissons de cette histoire, abonnez-vous au canal pour ne rien manquer et dites-moi en commentaire de quelle ville et de quel pays vous nous rejoignez ce soir. Émilie haletait, le vent hurlant autour d'elle comme un cœur de loups affamés. Les éclairs zébraient le ciel noir, au-dessus de la Seine, illuminant les façades haussmanniennes qui se dressaient fières, indifférentes à la détresse des humbles. Elle avait quitté son emploi chez les Duval ce matin-là, après une énième humiliation. La maîtresse de maison l'avait renvoyée pour une tasse brisée, sans gage, la laissant errer dans la tourmente. « Maudite soit cette vie !» murmura-t-elle entre ses dents, ses boucles châtaines collées à son front pâle. Ses yeux verts, vifs et résilients, scrutaient l'obscurité. Soudain, le fracas. Un attelage somptueux, orné d'oriflammes familiales, avait dérapé sur le quai des Orfèvres, projetant son occupant sur le trottoir détrempé. L'homme était grand, imposant même dans l'inconscience. Son frac noir, brodé de soie, était taché de boue, mais son visage, oh, ce visage, trahissait une noblesse forgée dans les feux de la fortune. Henri Beaumont, veuf depuis 2 ans, magnat du textile, qui avait bâti un empire sur les filatures de Lyon avant de conquérir Paris. À 40 ans, ses traits anguleux, marqués par le deuil de sa femme Élise, portaient encore la trace d'une vitalité indomptable. Une entaille à la tempe saignait, et son souffle était faible, rauque. Émilie s'agenouilla sans hésiter, relevant ses jupes de laine grise qui collaient à ses jambes comme une seconde peau. « Monsieur, réveillez-vous !» Elle palpa son pouls, rapide et filant, puis traîna son corps massif vers l'abri d'une porte cochère. La tempête redoubla, des gouttes comme des balles de mousquet. Personne ne vint. Les passants, emmitouflés dans leurs manteaux, fuyaient l'orage, laissant la jeune femme seule avec cet inconnu. Elle déchira un pan de sa propre jupe pour bander sa plaie, ses mains tremblantes mais fermes. « Si je vous laisse là, vous mourrez avant l'aube », se dit-elle, le cœur serré par une compassion qu'elle ne pouvait réprimer. Au loin, les cloches de Notre-Dame sonnèrent minuit, un glas lugubre dans la tourmente. Émilie jeta un regard vers la rivière gonflée, où des bateaux-mouches tanguaient dangereusement. Elle ne pouvait l'abandonner. D'un sursaut d'énergie, elle héla un fiacre qui passait, miracle dans la nuit. « À l'hôpital, vite !»« Non, attendez !» L'instinct la retint. Un homme comme lui, avec son allure de grand seigneur, risquait les voleurs ou les ragots dans un hospice public. Elle se rappela les rumeurs. Beaumont, le loup des affaires, veuf inconsolable, vivant reclus dans son hôtel particulier du faubourg Saint-Honoré. « Conduisez-moi là-bas !»
ordonna-t-elle au cocher, qui haussa les épaules en empochant la pièce qu'elle lui tendit, son dernier sou. Le trajet fut un cauchemar. Henri gémissait dans son délire, murmurant un nom. Élise. Non. Émilie, ballottée sur les banquettes usées, sentait une étrange chaleur monter en elle. Qui était cet homme pour éveiller en elle un tel élan? Elle, fille de lavandière, n'avait jamais approché la haute société sinon pour balayer leur salon. Pourtant, ses doigts effleuraient les siens, et un frisson la traversa, pas de froid, mais d'un pressentiment. L'hôtel Beaumont surgit enfin, une masse néoclassique aux colonnes ioniques, illuminée par des lanternes tremblotantes. Les domestiques, alertés par le bruit, accoururent. « Qui êtes-vous » s'exclama la gouvernante, une femme aux cheveux grisonnants tirés en chignon sévère. Émilie, épuisée, bredouilla. « Il a été blessé. Dans la rue. Je l'ai trouvé. » Les valets emportèrent leur maître à l'intérieur, laissant la jeune femme sur le seuil, ruisselante et oubliée. Mais au matin, alors que l'orage s'apaisait en une bruine fine, un billet arriva chez elle, une mansarde misérable près des Halles. « Monsieur Beaumont souhaite vous remercier personnellement. Présentez-vous samedi. » Émilie fixa le papier cacheté d'un sceau en cire rouge, son pouls s'accélérant. Était-ce le début d'une chance ou le piège d'un monde qu'elle ne connaissait pas? Elle enfila sa robe du dimanche, un taffetas fané aux manches bouffantes, et se dirigea vers l'inconnu, ignorant que cette nuit de tempête avait déjà scellé son sort. Henri, alité dans sa chambre aux tentures de velours bleu roi, ouvrit les yeux sur le médecin qui pansait sa tempe. « Cette fille, qui est-elle » demanda-t-il d'une voix grave, encore faible. Le docteur haussa les épaules. « Une pauvresse des rues, monsieur. Elle vous a sauvé la vie. » Un sourire fugace effleura les lèvres de Beaumont. Pour la première fois depuis la mort d'Élise, un éclat de curiosité perça son deuil. Dehors, Paris s'éveillait sous un ciel clair, mais pour Émilie, l'orage n'était que le prélude à une tempête bien plus dévastatrice. Les rues s'animaient déjà, marchandes criant leurs fruits, fiacres claquant sur les pavés, et l'air embaumé d'un mélange de pain frais et de charbon. Émilie marchait d'un pas hésitant, son cœur un tambour de guerre. Devant l'hôtel, un portier en livrée l'introduisit dans un vestibule au marbre luisant, où des miroirs dorés multipliaient son image modeste. « Attendez ici, mademoiselle », dit-il d'un ton poli, mais distant. Bientôt, la gouvernante reparut. « Suivez-moi. Monsieur est ému par votre bravoure. » Émilie gravit l'escalier aux balustrades sculptées, ses pas résonnant comme un écho étranger. Dans la chambre, Henri était assis, pâle mais droit, son col amidonné impeccable. Ses yeux bleus, perçants comme l'acier, se posèrent sur elle. « Mademoiselle, votre nom ?»« Émilie Laurent, monsieur. » Il hocha la tête. « Vous m'avez arraché à la mort. Comment puis-je vous récompenser ?» Elle rougit, baissant les yeux. « Rien, monsieur, c'était... humain. » Pourtant, dans ce regard échangé, un fil invisible se tissa. Henri vit en elle non une servante, mais une lueur dans l'ombre de sa solitude. Et Émilie, pour la première fois, entrevit un monde où la tempête pouvait mener non à la ruine, mais à un refuge inattendu. Mais au fond d'elle, un doute persistait. Ce magnate veuf, avec ses secrets et son empire, cachait-il des ombres plus sombres que la nuit parisienne? Émilie traversa le vestibule de l'hôtel Beaumont, ses bottines laissant des traces humides sur le parquet ciré. L'air y était lourd d'un parfum de cire d'abeille et de roses fanées, un monde si éloigné de sa mansarde aux odeurs de moisis et de pain rassis. La gouvernante, Madame Duvalier, une femme d'une 50aine d'années au chignon impeccable et à la robe de serge noire, la guida vers un petit salon adjacent. « Asseyez-vous, mademoiselle Laurent. Monsieur ne tardera pas. » Émilie obéit, perchée sur le bord d'un fauteuil tapissé de damas vert, ses mains jointes sur ses genoux pour cacher leur tremblement. Ses jupes, encore raidies par la boue séchée, contrastaient avec les tentures brodées et les bibelots en porcelaine de Sèvres qui ornaient les étagères. Dehors, Paris reprenait son souffle après la tempête.
Les calèches reprenaient leurs balais sur les boulevards et les marchandes des 4 saisons installaient leurs étals aux halles, criant leurs offres d'artichauts et de fromages frais. Mais ici, dans ce cocon de luxe haussmannien, le temps semblait figé dans une élégance rigide. Émilie observa les portraits accrochés au mur. Des ancêtres Beaumont en perruque poudrée, des épouses en crinoline du Second Empire, et au centre, un daguerréotype récent d'Élise, l'épouse disparue d'Henri. La femme avait des yeux doux, un sourire timide et une robe de soie à col montant qui soulignait sa fragilité. Émilie se sentit minuscule, une intruse dans ce mausolée de souvenirs. La porte s'ouvrit et Henri entra, soutenu par un valet. Il avait troqué son frac déchiré pour une robe de chambre en cachemire gris, mais sa posture restait celle d'un homme habitué au commandement. À 40 ans, ses épaules larges et sa barbe taillée court lui donnaient l'air d'un général en civil. « Mademoiselle Laurent », dit-il d'une voix profonde, comme un roulement de tonnerre lointain. Il s'assit en face d'elle. Ses yeux bleus la jaugeant avec une intensité qui la fit rougir. « Votre geste d'hier soir, il m'a sauvé. Les médecins disent que sans votre promptitude, l'entaille à la tempe aurait pu tourner mal. Dites-moi, qui êtes-vous vraiment ?» Émilie déglutit, cherchant ses mots dans ce français policé qu'elle avait appris à imiter chez ses patrons. « Je suis personne d'important, monsieur. Orpheline, élevée dans les faubourgs près de la place des Vosges. J'ai servi comme lingère chez les Duval dans le Marais jusqu'à hier. La tempête m'a surprise en rentrant et je ne pouvais pas vous laisser là. » Elle baissa les yeux sur ses mains calleuses, marquées par les lessives et les fers à repasser. Henri hocha la tête, un éclat de compassion traversant son regard. « Les Duval, je les connais. Des bourgeois solides, mais durs en affaires. Et vous, jetés à la rue pour une tasse, c'est injuste. » Il fit un geste et Madame Duvalier apporta un plateau d'argent, du thé fumant dans une tasse de Chine et des madeleines saupoudrées de sucre, tandis qu'Émilie sirotait le breuvage chaud, un luxe qu'elle n'avait goûté que 2 fois en sa vie. Henri raconta un peu de son monde, veuf depuis 2 ans, après que la tuberculose avait emporté Élise lors d'un hiver rigoureux. « Elle était la lumière de cette maison », murmura-t-il, son regard se perdant vers la fenêtre où le soleil perçait les nuages. « Depuis, je me noie dans les filatures et les contrats. Lyon m'a vu naître, mais Paris est mon champ de bataille. Il était fils d'un tisserand modeste, monté en puissance grâce à l'exposition universelle de 78, où ses tissus avaient conquis les exportateurs anglais. À présent, son empire s'étendait des ateliers du Nord au salon de la rue de Rivoli. Mais la solitude le rongeait comme une ombre. Émilie écoutait captivée. Pour la première fois, un homme de sa stature la traitait en égale, sans condescendance. « Et votre famille, mademoiselle? Des frères, des sœurs ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Rien. Mes parents sont morts de la fièvre quand j'avais 5 ans. J'ai grandi chez une tante lavandière, le long de la Bièvre. On lavait le linge des riches, jour et nuit, pour un salaire de misère. Les souvenirs affluaient, les eaux polluées de la rivière, les rires des enfants des rues, les bals musettes où elle dansait parfois pour oublier la faim. À 19 ans, elle portait encore les stigmates de cette vie, une cicatrice au poignet d'un fer brûlant, des cheveux châtains souvent noués en un chignon simple, et une robe de cotonnade grise aux manches longues, conforme au code strict des servantes parisiennes. Henri sourit légèrement. Un rare éclat dans son deuil. « Vous avez du courage, Émilie, plus que bien des dames de la haute société. » Il proposa alors une récompense, un poste de lectrice dans sa maison, pour l'aider à panser sa solitude les soirs. « Lisez-moi des romans ou des journaux. Votre voix, elle a une douceur qui apaise. » Émilie hésita. Accepter, c'était entrer dans ce monde clos, avec ses règles invisibles. Les thés obligés, les visites protocolaires, les murmures des domestiques sur les hiérarchies. Mais refuser, retourner à la rue, sous la menace des créanciers de sa tante? J'accepte, monsieur. Merci. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine nouvelle, un mélange de fascination et d'appréhension. Émilie s'installa dans une chambre de bonne au dernier étage, avec un lit de fer et une vue sur les toits de zinc.
Le matin, elle aidait en cuisine, épluchait des légumes sous l'œil vigilant de la cuisinière, une provençale ronde nommée Margot, apprenant les rituels, comment plier les serviettes en éventail, comment saluer les invités avec une révérence mesurée. L'hôtel bourdonnait d'activités. Valet en livrée noire, polissant l'argenterie, jardinier taillant les rosiers dans le petit jardin intérieur. Paris, vu de là, était un tableau vivant. Les fiacres jaunes filant vers l'opéra, les élégantes en bustier corseté et chapeaux à plumes descendant de leurs coupés pour les promenades aux Tuileries. Pourtant, des fissures apparurent vite. Lors d'un premier thé avec des invités, un banquier lyonnais et sa femme, drapés dans un manteau de fourrure, Émilie servit le service en silence, mais un regard fuyant de la dame la transperça. « Qui est cette nouvelle ? Une protégée ?» chuchota-t-elle à son mari, assez fort pour qu'Émilie l'entende. Le mot « protégée » portait une connotation ambiguë dans ces cercles, évoquant des maîtresses cachées plutôt que des sauveteuses. Henri intervint d'un ton sec, « Une amie qui m'a rendu service. Traitez-la avec respect. » Mais le doute s'était insinué. Le soir, seule dans sa chambre, Émilie relisait un vieux roman emprunté à la bibliothèque, Madame Bovary, avec ses rêves d'évasion. Henri la rejoignit pour la première lecture, des extraits de Balzac, sa voix grave résonnant dans la pénombre éclairée par des bougies. « La femme de 30 ans », commença-t-elle, sa diction hésitante mais sincère. Il l'écoutait, les yeux clos, et pour un instant, le fossé des classes s'effaça. Mais au milieu de la nuit, un bruit la tira du sommeil, un murmure dans le couloir. Madame Duvalier parlant à un valet. « Cette fille, elle arrive de nulle part. Et si c'était une espionne des concurrents, Beaumont est trop confiant depuis sa veuvage. » Émilie se redressa, le cœur battant. Était-ce un simple ragot ou le premier souffle d'une intrigue plus sombre ? Le lendemain matin, alors qu'elle descendait pour le petit déjeuner, un billet scellé l'attendait sur la table de la cuisine. Pas de l'hôtel, mais d'un inconnu. « Prenez garde, les Beaumont cachent des dettes plus vieilles que la tempête. Fuyez avant qu'il ne soit trop tard. » La plume tremblait sur le papier jauni. Qui l'avait glissé là? Et pourquoi ce avertissement, comme un poison dans le lait chaud de sa nouvelle vie? Émilie fixait le billet anonyme, ses doigts crispés sur le papier jauni qui semblait suinter un venin invisible. Les mots dansaient devant ses yeux. « Les Beaumont cachent des dettes plus vieilles que la tempête. Fuyez avant qu'il ne soit trop tard. » Qui avait osé glisser cela sous la porte de la cuisine, au milieu de l'odeur de pain grillé et de café fort? Elle le froissa dans sa poche, le cœur cognant comme un marteau sur l'enclume. La matinée s'étirait, avec ses tâches routinières, disposer les couverts en argent pour le déjeuner d'Henri, on qui recevait un associé ce jour-là, mais l'avertissement planait, un nuage noir sur le soleil timide de Paris. Madame Duvalier surgit dans la cuisine, son tablier amidonné craquant comme une armure. « Laurent, au salon vite, monsieur a une annonce. » Son ton était sec, teinté d'une suspicion qui n'avait pas faibli depuis l'arrivée d'Émilie. La gouvernante, fidèle au Beaumont depuis l'époque d'Élise, voyait en toute étrangère une menace à l'ordre immuable de la maison. Émilie suivit, lissant sa robe de cotonnade grise, une tenue simple, avec un col haut et des manches longues, conforme aux domestiques de l'époque, mais déjà reprisée aux ourlets par ses soins. Le salon principal s'ouvrait sur le jardin intérieur, où les rosiers, encore alourdis par la pluie de la veille, goûtaient sur les graviers. Henri se tenait près de la cheminée, où un feu discret crépitait, chassant l'humidité automnale. Il portait un gilet de laine fine sous sa redingote noire, ses cheveux poivre et sel peignés en arrière avec soin. À ses côtés, un homme maigre aux lunettes rondes, vêtu d'un habit gris, maître Lefebvre, notaire de la famille, avec son cartable de cuir usé. « Émilie, » dit Henri d'une voix chaude, presque paternelle, « venez, j'ai réfléchi à votre place ici, ce poste de lectrice. Il est trop modeste pour votre valeur. » Elle s'approcha, hésitante, sentant le regard perçant de Duvalier dans son dos. « Monsieur, je suis honoré de ce que vous m'offrez déjà. » Henri secoua la tête, un sourire fugace éclairant ses traits burinés. « Non, écoutez,
Hier soir, en lisant vos extraits de Balzac, j'ai compris, vous n'êtes pas faite pour les ombres de la domesticité. Mon empire a besoin d'une main fraîche. J'ai des filatures à Lyon, des entrepôts le long de la Seine, mais surtout, cette maison. Elle a besoin de vie. Je vous propose un contrat. Devenez ma secrétaire personnelle. Gérez mes correspondances. Accompagnez-moi aux réunions. En échange, un salaire décent, une chambre digne et une éducation pour vous élever. Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Secrétaire? Pour un magnate comme lui? Dans la belle époque, où les femmes de son rang restaient confinées au salon ou aux ateliers, une telle offre brisait les barrières invisibles des classes. Maître Lefebvre déplaça ses lunettes, sortant un parchemin craquant. Voici les termes, mademoiselle. Un engagement d'1 an, renouvelable. Vous signerez, et demain, nous irons à la Banque de France pour officialiser. Émilie recula d'un pas, son esprit tourbillonnant. C'était une alliance improbable, un pont jeté sur l'abîme social, mais le billet dans sa poche brûlait comme une braise. Dette. Et si c'était un piège pour l'attirer plus profond? Je ne sais pas, monsieur, balbutia-t-elle, sa voix tremblante trahissant son éducation des faubourgs. Moi, une orpheline des rues, gérez vos affaires. Les gens parleront. Votre monde. Il me mangera vive. Henri s'avança, posant une main rassurante sur son épaule, un geste rare, chargé d'une intimité naissante. Les ragots sont le sel de Paris, Émilie, mais vous avez du cran. Souvenez-vous de cette nuit. Vous m'avez sauvé sans un mot. C'est cela que je veux à mes côtés. Duvalier toussa, intervenant d'un ton aigre. Monsieur, songez à la société. Une telle promotion. Cela sent le scandale. Les Beaumont ont une réputation à tenir depuis l'exposition de 78. Le notaire hocha la tête, mal à l'aise. En effet, les milieux d'affaires sont impitoyables. Si des rumeurs circulent, une protégée trop proche, cela pourrait alerter les concurrents. Et avec les dettes de l'héritage d'Élise. Il s'arrêta net, jetant un regard coupable à Henri. Émilie sentit son sang se glacer. Dette? Le mot du billet résonnait. Henri se raidit, ses yeux s'assombrissant comme un ciel d'orage. Assez, Lefebvre, les affaires familiales restent privées. Mais le mal était fait. L'hésitation d'Émilie se mua en refus instinctif. Non, monsieur, je ne peux pas. Ce serait trahir ma place. Retournez-moi à la cuisine, ou laissez-moi partir. Henri insista, sa voix se brisant légèrement. Une fêlure dans l'armure du veuf. C'est un ordre, et pas une requête. Signez ou je vous renvoie sans référence, et Paris vous fermera ses portes. Le chantage social la frappa de plein fouet. Refuser, c'était la misère assurée, les créanciers de sa tante aux trousses, les rues froides comme unique refuge. Accepter, c'était plonger dans un tourbillon de vigilance publique, d'étiquettes rigides, les thés mondains où chaque mot pesait, les protocoles des salons où une femme comme elle devait baisser les yeux. Et l'antagoniste se dessinait déjà. Duvalier, avec son alliance au Beaumont, et peut-être d'autres ombres, comme ce cousin d'Henri, Victor Beaumont, qu'elle avait entendu murmurer au téléphone. Non, au télégraphe, ces messages codés qui arrivaient par coursier. Les obstacles surgirent immédiats. Tandis qu'elle signait d'une main tremblante, un valet entra, essoufflé. « Monsieur, un coursier de la rue de Rivoli, une calomnie dans le Figaro. Le veuf Beaumont recueille une mendiante après l'orage. Charité ou folie ?» Henri blêmit, froissant le journal. C'était le premier coup. Un veto social, une rumeur lancée par un rival, peut-être ce Victor, qui guettait l'empire familial depuis Lyon. Émilie recula, le contrat en main comme une chaîne. « Voyez, je vous apporte le malheur. » Mais Henri la retint. « Non, c'est le début de la lutte. Restez. Ensemble, nous braverons. » Pourtant, au fond d'elle, la rupture du status quo la terrifiait. Sa vie simple, les lessives, les rires volés au bal musette, s'effritaient. Désormais, les règles du nouveau monde l'enserraient, surveillance constante des domestiques, alliance fragile avec Lefebvre comme mentor improbable, et Duvalier comme premier antagoniste, chuchotant déjà aux cuisinières. Le soir, seul dans sa nouvelle chambre,
Un espace modeste au 2e étage, avec un lit à baldaquin et une coiffeuse en acajou. Émilie déplia le billet. Une adresse y était griffonnée, un cabaret près des Halles. Devait-elle y aller, fuir cette alliance forcée, ou plonger plus avant, ignorant que ce contrat n'était que le premier pas vers un scandale qui ébranlerait Paris tout entier. Dehors, les cloches de Saint-Germain sonnaient l'heure, un appel funeste dans la nuit naissante. Émilie ajusta le col de sa nouvelle robe, un taffetas bleu clair aux manches bouffantes et à la taille cintrée par un corset discret, conforme aux modes de l'automne 1890. C'était le cadeau d'Henri, livré par la couturière de la maison, une Italienne aux doigts agiles qui avait mesuré sa silhouette avec des regards obliques. « Pour les sorties », avait-il dit simplement, sans plus d'explication. Mais ce midi-là, alors que le soleil filtrait à travers les voilages du salon, elle se sentait comme une poupée maladroite dans ce costume d'emprunt. La secrétaire personnelle d'un magnate, le titre sonnait faux à ses oreilles, écho d'un monde où les femmes comme elle restaient invisibles, reléguées aux cuisines ou aux laveries. Henri l'attendait dans le vestibule, impeccable dans sa redingote grise et son chapeau melon. Aujourd'hui, une épreuve modeste, annonça-t-il d'une voix grave, en lui tendant un porte-document en cuir. Un thé chez Madame Lefebvre, l'épouse du notaire. Elle est influente dans les cercles bourgeois du Marais. Gérez les notes, observez et souriez. Émilie hocha la tête, serrant les documents contre elle. Des contrats pour des expéditions de tissus vers l'Angleterre, des chiffres dansés en colonnes nettes qu'elle avait copiés la veille sous la lampe à huile. Son rôle? Noter les accords, murmurer des rappels à Henri, si besoin, mais au fond, c'était une intégration forcée, un test dans ce semi-public des salons où les ragots coulaient comme du vin aigre. Le fiacre les emporta le long du boulevard Saint-Germain, où les élégantes déambulaient sous leurs ombrelles de dentelle, leurs jupes à traînes effleurant les pavés. Paris bruissait. Un orgue de barbarie jouait une valse légère près d'un café. Des vendeurs de journaux criaient les titres du Figaro. Et oui, l'article sur la mendiante secourue y figurait encore, un poison lent. Émilie sentit un frisson la traverser. « Ne vous inquiétez pas », murmura Henri, son genou frôlant le sien dans l'étroit habitacle. Un contact fugace, innocent, mais qui alluma une étincelle dans l'air confiné. Ses yeux bleus croisèrent les siens, un regard prolongé qui disait plus que les mots. Confiance naissante, peut-être plus. L'hôtel des Lefebvre, un immeuble haussmannien au balcon en fer forgé, s'ouvrait sur un salon aux murs tapissés de soie ivoire. Madame Lefebvre, une femme d'une quarantaine d'années au chignon orné d'un peigne en écaille, les accueillit avec un sourire poli. Mais ses yeux s'attardèrent sur Émilie, comme sur une tache sur un tableau. « Monsieur Beaumont, quel plaisir. Et votre assistante ?» Le mot claqua, teinté d'un mépris voilé. Henri corrigea d'un ton ferme « Ma secrétaire, madame, mademoiselle Laurent qui gère mes affaires avec une efficacité rare. » Émilie inclina la tête en une révérence mesurée, telle qu'enseignée par madame Duvalier. Un mouvement raide appris en hâte. Le thé se déroula autour d'une table basse en acajou, chargée de porcelaine fine et de pâtisseries aux amandes. Monsieur Lefebvre, avec ses lunettes perchées sur un nez aquilin, déroula les contrats, discutant des tarifs douaniers post-exposition universelle. Émilie prenait des notes d'une écriture appliquée, sa plume grattant le papier dans un silence tendu. Mais la friction surgit subtilement. Madame Lefebvre, en versant le Darjeeling fumant, glissa. « Quelle chance pour vous, mademoiselle, d'échapper aux rues. Mais Paris est impitoyable pour les novices. Avez-vous déjà assisté à un vrai salon, ou est-ce que les bals musettes suffisent? Les mots, enveloppés de miel, portaient une piqûre, humiliation de classe, rappel de ses origines. Les invités, un couple de marchands de soie, un avocat bedonnant, ricanèrent doucement derrière leur tasse. Émilie rougit, ses joues s'empourprant sous les boucles châtaines échappées de son chignon. Elle hésita, cherchant une riposte polie. « Les rues m'ont appris la résilience, madame, et les musettes, la joie simple que les salons oublient parfois. » Une défense minimale, mais Henri intervint d'un geste discret. Sa main effleura la sienne sous la table, un soutien muet, chaud comme une promesse.
Émilie a plus de sagesse que bien des lettrés, déclara-t-il, sa voix coupant l'air comme une lame. Le silence qui suivit fut chargé, un moment partagé où leurs regards se croisèrent à nouveau, un éclat de complicité, un pas vers l'intimité. C'est alors qu'apparut l'objet, une broche en argent ornée d'un camée représentant une rose entrelacée d'un ruban. Madame Lefebvre la portait au col de sa robe de faille grise. Un héritage d'Élise Beaumont, expliqua-t-elle, en la touchant du bout des doigts. Votre regrettée épouse avait un goût exquis, monsieur. Henri se raidit, mais Émilie, sentant la tension, posa une question douce. Était-ce un cadeau de voyage? La veuve acquiesça, racontant une anecdote sur un séjour à Nice, où les Beaumont avaient cueilli des fleurs pour ce bijou. La broche devint un pont, symbole d'un passé douloureux pour Henri, mais pour Émilie, un talisman naissant. Plus tard, seul avec elle dans le fiacre du retour, il murmura « Merci, vous avez désamorcé le piège ». Sa main serra la sienne brièvement, un rosse qui fit battre son cœur plus fort. Pourtant, l'antagoniste veillait dans l'ombre. À la sortie du salon, alors qu'il montait en voiture, Émilie aperçut une silhouette familière près d'un kiosque à journaux. Victor Beaumont, le cousin d'Henri, un homme aux traits acérés et à la moustache cirée, vêtu d'un paletot sombre. Il feignit de lire, mais ses yeux noirs les suivirent, un sourire froid aux lèvres. Rival pour l'empire familial. Il murmurait déjà aux oreilles des concurrents, semant des doutes sur les dettes cachées héritées d'Élise. Émilie frissonna. Il l'avait vu, noté sa présence comme une faiblesse. De retour à l'hôtel, l'après-midi s'étira en une routine apaisée. Émilie rangea les notes dans le bureau d'Henri, une pièce au rayonnage chargée de livres reliés cuir, Balzac, Zola, des traités sur le commerce. Il la rejoignit, fermant la porte. « Vous avez été parfaite, dit-il, s'asseyant près d'elle. Un silence complice s'installa, leurs épaules presque se touchant, l'air empli d'une tension douce, non dite. Elle leva les yeux et pour la première fois vit en lui non le magnate mais l'homme veuf, vulnérable. « Et vous, monsieur, vous m'avez défendu. » Il sourit, un vrai sourire fugace. Mais le soir venu, la conséquence sociale frappa. Un valet apporta le courrier, une note griffonnée dans le petit journal, pliée avec soin. La protégée de Beaumont parade au thé. Ascension fulgurante ou intrigue. Sources proches parlent de dettes familiales et d'une alliance suspecte. Le commentaire, anonyme mais venimeux, circulait déjà dans les cercles. Duvalier, un qui l'avait lu en premier, la tendit à Émilie avec un regard triomphant. « Voyez ce que vous attirez, mademoiselle. » Émilie la froissa, le cœur serré. Victor agissait, et ce n'était que le début. Allait-elle tenir face à ces murmures grandissants, ou ce test social la briserait-il avant même le vrai combat? Dehors, la nuit tombait sur Paris, les réverbères s'allumant un à un comme des yeux vigilants. La pluie recommença à tomber ce soir-là, plus insistante que la veille, transformant les boulevards de Paris en un fleuve noir et boueux. Émilie, encore secouée par la note du petit journal, s'était réfugiée dans la bibliothèque de l'hôtel Beaumont. Une pièce au mur, tapissée de chênes sombres et au rayonnage courbé sous le poids des volumes reliés. Les flammes dans la cheminée dansaient, projetant des ombres longues sur les tapis persans, mais l'air était lourd, chargé d'une humidité qui s'infiltrait par les fenêtres aux vitraux colorés. Henri l'avait convoqué là, après un dîner tendu où Madame Duvalier avait servi les plats en silence, ses lèvres pincées comme un couperet. « Émilie » murmura-t-il en entrant, sa silhouette massive encadrée par la porte. Il portait une veste de velours noir, ses cheveux légèrement ébouriffés par le vent qui sifflait dehors. À 40 ans, le veuvage avait creusé des rides autour de ses yeux bleus, mais ce soir, une fatigue nouvelle les voilait. Les rumeurs. Elle vous blesse plus que moi. Restez, parlez-moi. Elle leva les yeux de son carnet où elle avait griffonné des chiffres de compte, des dettes mineures, des filatures qu'il lui avait confiées pour l'occuper. Ses mains tremblaient encore. « Monsieur, je ne suis pas faite pour cela. Les salons me jugent, et Victor, je l'ai vu vous épier. » Henri s'assit près d'elle, sur un fauteuil crapaud aux accoudoirs usés. La tempête redoublait.
un grondement sourd qui isolait la maison du monde extérieur, comme un cocon forcé. Dehors, les réverbères à gaz clignotaient faiblement, et les passants se hâtaient sous leurs parapluies, invisibles dans la nuit. Ici, dans cette intimité imposée par l'orage, le fossé social s'effaçait un peu. Il alluma une pipe, le tabac embaumant l'air d'une odeur âcre et réconfortante. Victor est un serpent, cousin par le sang, rival par ambition. Depuis la mort d'Élise, il guette l'Empire. Mais ce soir, oublions-le, lisez-moi quelque chose, comme au début. Émilie hésita, son cœur battant au rythme des éclairs qui zébrettent le ciel. Elle prit un volume de la bibliothèque, un recueil de poèmes de Verlaine, relié en cuir rouge, un legs d'Élise qu'Henri gardait sur une étagère spéciale. L'objet hérité, ce livre, aux pages jaunies et annotées de l'écriture fine de la défunte, devint l'encre de la soirée. « D'accord », souffla-t-elle, sa voix douce perçant le silence. Elle ouvrit à une page marquée d'un ruban de soie. « Il pleure dans mon cœur, comme il pleut sur la ville. » Les mots coulaient, sa diction hésitante mais émouvante, évoquant la mélancolie des rues mouillées, les amours perdus. Henri ferma les yeux, écoutant. Pour la première fois, il parla de son passé feurier. Émilie. Élise était tout. Nous nous sommes mariés jeunes, à Lyon, lors d'une foire au tissu. Elle, fille d'un négociant ruiné, moi, un tisserand ambitieux. L'exposition de 78 nous a lancé, ses idées pour les motifs floraux ont conquis l'Europe. Il s'arrêta, le regard perdu dans les flammes. Une pause lourde. Mais la tuberculose l'a emporté en 2 mois. J'étais en voyage d'affaires à Marseille. Quand je suis rentré, elle agonisait. Ma faute, j'aurais dû être là. Sa voix se brisa, un aveu brut qui humanisait l'homme de fer. Le deuil, ce devoir inassouvi, le rongeait comme une dette impayable. Émilie posa le livre, touchée par cette vulnérabilité. Ses propres blessures affluèrent. Moi aussi j'ai perdu mes parents. La fièvre scarlatine, en 79. J'avais 9 ans. Ma tante m'a prise, mais c'était la misère. Laver le linge dans la Bièvre polluée jusqu'à ce que mes mains saignent. J'ai servi pour survivre, toujours en bas de l'échelle. Cette nuit de tempête. Vous étiez comme un frère perdu, à sauver. Leurs regards se croisèrent, un silence chargé où les gestes disaient l'essentiel. Sa main effleura la sienne sur la coudoir, un contact bref, électrique, qui réchauffa l'air froid. Pas de passion consumée, mais une confiance naissante, une promesse tacite dans ce rosse. « Je veillerai sur vous », semblait-il murmurer sans mots. La température émotionnelle changea. Henri se redressa, plus proche. « Vous m'avez ramené à la vie, Émilie. Pas seulement ce soir-là, votre présence. » Elle guérit. Elle rougit, baissant les yeux sur le livre d'Élise. Et ce recueil, elle l'aimait tant. Il hocha la tête. « Gardez-le, lisez-le pour nous deux. » Le geste transforma l'objet en lien, un héritage partagé, desnu dans leur couche, sa culpabilité de veuf absent, son luto d'orpheline résiliente. La tempête dehors les confinait, forçant cette proximité, et pour un instant, Paris disparut, ne laissant que leur silence complice, leur souffle syncopé. Mais l'antagoniste signala son mouvement. Un coup à la porte de la bibliothèque, discret, urgent, Madame Duvalier entra, un plateau en main, mais ses yeux fuyants trahissaient de plus. Un message pour monsieur, par coursier, malgré l'orage. Henri le prit, brisant le charme. C'était une lettre scellée, portant le sceau de Victor, des mots codés sur des dettes urgentes à régler. Avec une allusion voilée, la nouvelle ombre dans la maison risque d'attiser les flammes. Espionnage subtil. Duvalier, alliée secrète du cousin, avait glissé l'enveloppe elle-même, son regard évitant celui d'Émilie. Henri froissa le papier, son visage se durcissant. Rien d'important, mais le doute s'insinua. Émilie sentit la marée émotionnelle redescendre, le cocon se fissurer. « C'est Victor, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas tout de suite. « Peut-être, mais ne craignez rien. » Pourtant, au fond d'elle, la confiance fragile vacillait. La nuit s'étira, la pluie martelant les vitres comme un avertissement.
Émilie regagna sa chambre, le livre contre sa poitrine, le cœur gonflé d'une chaleur nouvelle, mais assombri par cette arrivée inopportune. Demain, les affaires reprenaient, une réunion à Lyon peut-être, où Victor attendrait. Allait-elle oser ce voyage où cette lettre marquerait-elle la fin de leur intimité naissante? Dehors, le tonnerre gronda une dernière fois, un écho de la tempête intérieure qui montait. Les jours suivants s'écoulèrent dans une tension palpable, comme un fil tendu prêt à rompre. Émilie s'était habituée aux routines de l'hôtel Beaumont, mais la lettre de Victor pesait sur elle comme une ombre persistante. Chaque matin, elle descendait dans le bureau d'Henri, vêtue d'une robe de serge bleu marine, aux manches ajustées et à la jupe plissée, conforme aux assistantes des affaires de l'époque. Ses cheveux châtains étaient noués en un chignon sévère, et elle portait un petit tablier de lin pour protéger ses notes des taches d'encre. Paris, dehors, bourdonnait d'une agitation fébrile. Les boulevards Haussmann s'emplissaient de fiacres et de passants en redingote, tandis que les marchandes des Halles criaient leurs offres de volailles et de fromages, ignorant les intrigues des hautes sphères. Henri, de son côté, multipliait les réunions. À 40 ans, il incarnait le magnate veuf avec une détermination farouche, sa barbe taillée, ses yeux bleus perçants et une canne d'ébène qu'il maniait comme un sceptre. « Aujourd'hui, nous allons à la bourse », annonça-t-il ce matin-là, en tendant à Émilie un dossier relié de cuir. « Des contrats pour les filatures de Lyon, votre œil frais sera utile. » Elle hocha la tête, le cœur gonflé d'un mélange d'appréhension et de fierté. Depuis leur soirée dans la bibliothèque, une complicité tacite s'était tissée. Des regards prolongés lors des dîners, des silences où leurs mains se frôlèrent par hasard. Pas d'aveu, mais une chaleur qui grandissait, contrecarrant le deuil d'Henri et la solitude d'Émilie. La Bourse de Paris, au cœur du quartier des affaires, était un tourbillon de voix et de gestes. Les colonnes néoclassiques de la salle des criers s'élevaient vers un dôme vitré, laissant filtrer une lumière pâle sur les courtiers en habits sombres, agitant des billets comme des drapeaux. L'air empestait le tabac et la sueur, ponctué par les cris « À la hausse pour les cotons égyptiens !» Henri mena Émilie à travers la foule, son bras effleurant le sien pour la guider, un geste protecteur qui attira des regards obliques. Elle nota les fluctuations, sa plume volant sur le papier. Des alliances potentielles avec des importateurs anglais, des promesses de marchés florissants. Mais l'attaque frontale surgit sans avertissement. Au milieu d'une négociation avec un groupe de banquiers lyonnais, des hommes bedonnants aux moustaches cirées, drapés dans des paletots de laine, un coursier essoufflé perça la cohue. Il tendit une enveloppe scellée à Henri, portant l'emblème des Beaumont. Un lion rampant. Le magnate brisa le sceau et son visage se figea. À l'intérieur, un document jauni, des factures anciennes, signées du nom d'Élise, révélant des dettes colossales héritées d'un investissement raté en soieries italiennes, datant de l'exposition universelle de 78. Mais pire, une note manuscrite de Victor, en lettres acérées, « Ton empire vacille, cousin. Cette secrétaire des rues n'est qu'un leurre pour masquer tes faiblesses. J'expose tout au conseil familial ce soir, à moins que tu cèdes les filatures du Nord. Chantage pur. » Henri froissa le papier, ses jointures blanchissant. Les banquiers, flairant le malaise, reculèrent. « Qu'est-ce que cela, Beaumont? Des dettes cachées? Nous avions entendu des rumeurs. » Un d'eux, un certain monsieur Duval, ironie du sort, homonyme de son ancien patron, secoua la tête. « Avec une protégée douteuse à vos côtés, votre crédit s'effrite. Nous suspendons les accords. » La perte d'appui fut tangible. Les contrats glissèrent des mains comme des feuilles mortes, et la salle entière murmura, les regards convergeant sur Émilie comme sur une coupable. Elle, immobile, sentit son estomac se nouer. Victor avait saboté l'alliance, exposant les failles familiales au grand jour, et la liant à cette chute. De retour à l'hôtel, l'équilibre se rompit. Madame Duvalier, informée par un valet complice, attendait dans le vestibule, un exemplaire du journal des débats à la main. « Lisez cela, monsieur », dit-elle d'une voix triomphante, tendant le journal plié.
L'article, anonyme mais venimeux, titrait « Le veuf Beaumont et sa muse des faubourgs, dettes et scandales dans l'ombre de l'Empire ». Des détails précis, les dettes d'Élise gonflées par des spéculations hasardeuses et Émilie décrite comme une aventurière attirée par la fortune, semant le doute sur sa nuit de sauvetage. « Charité ou calcul ?» clamait le texte. La réputation d'Henri saignait, son projet d'expansion lyonnaise en péril et leur alliance, cette fragile intimité, fissurée par la suspicion publique. Émilie, isolée dans le salon, sentit la chute de Status la submerger. Les domestiques, autrefois neutres, chuchotaient dans les couloirs. « Elle porte malheur. Victor a raison. » Même Margot, la cuisinière provençale, refusa de lui servir le thé, prétextant une erreur en cuisine. Henri entra, pâle, et pour la première fois son regard la traversa comme si elle était une étrangère. « Émilie, ces dettes, je les ai cachées pour protéger l'héritage, mais Victor les utilise contre nous, contre toi. » Sa voix se brisa, une brèche dans la confiance. Elle recula, les larmes aux yeux. « C'est ma faute, je suis l'intruse qui attire les vautours. » Il secoua la tête, mais le doute s'était insinué. Était-elle vraiment innocente ou un pion dans un jeu plus vaste? Le moment sans retour arriva au dîner. Victor surgit sans invitation, escorté de 2 associés en habit noir comme une délégation funeste. Grand et svelte, avec une cicatrice au menton héritée d'une rixe d'affaires, il arborait un sourire carnassier sous sa moustache fine. « Cousin, le conseil familial exige des comptes, ses dettes, et cette femme. » Il pointa Émilie d'un doigt ganté. « Elle ruine ta réputation, renvoie-la ou je saisis les tribunaux pour fraude héritée. Menace légale, une action qui exposerait les livres de comptes, brisant l'Empire. » Henri se leva, furieux. « Sors d'ici, serpent !» Mais Victor rit, jetant un dossier sur la table, des preuves forgées, des lettres falsifiées impliquant Émilie dans un complot pour siphonner les fonds. La rupture fut émotionnelle, déchirante. Henri, acculé, murmura à Émilie « Partez, pour l'instant, rentrez chez votre tante jusqu'à ce que je règle cela. » Séparation forcée, pas physique encore, mais un exil du cœur où la confiance se brisait comme du cristal. Elle quitta la table en larmes, sa robe froissée, traversant le jardin intérieur où la pluie recommençait à tomber. Dehors, Paris l'accueillit froidement, les réverbères à gaz luisant comme des yeux accusateurs. Victor avait gagné cette manche, isolant Émilie, la reléguant à l'ombre d'où elle venait. Mais au fond d'elle, une flamme persistait. Retournerait-elle, ou ce ultimato social la consumerait-il pour de bon? La nuit enveloppait la ville, un voile sur les secrets qui bouillonnaient encore. Émilie marchait d'un pas résolu, sous la pluie fine qui persistait, ses bottines claquant sur les pavés glissants du boulevard Saint-Germain. La nuit enveloppait Paris d'un manteau humide, les réverbères à gaz projetant des halos jaunes sur les façades haussmanniennes. À 20 ans à peine, elle se sentait brisée, reléguée à l'ombre par l'ultimatum de Victor. Chez sa tante, près de la Bièvre, l'air puait le savon et la misère, un retour brutal à la vie d'avant. « Tu n'aurais jamais dû y aller », grommela la vieille femme, une lavandière aux mains noueuses, en lui tendant un bol de soupe claire. Mais Émilie ne pouvait pas s'effondrer. Le lendemain matin, alors que les cloches des halles sonnaient l'aube, elle fouilla dans son modeste baluchon. Le livre de poèmes d'Élise y était encore, pages jaunies et annotations délicates. Un passage attira son œil, une note au bas d'un sonnet sur la trahison. Victor sait tout. Les dettes ne sont pas ce qu'elles semblent. Son cœur s'emballa. Était-ce un indice? Elle se rappela les murmures de Duvalier, les regards fuyants du notaire Lefebvre. Au lieu de sombrer dans le désespoir, elle décida d'agir. Discrètement, elle se rendit à la Bibliothèque nationale, un sanctuaire de savoir aux colonnes imposantes où les lettrés en redingotes usées consultaient des volumes poussiéreux. Vêtue d'une robe de laine grise aux manches longues, un châle usé sur les épaules, elle se fit passer pour une étudiante modeste. Là, entre les rayonnages sombres éclairés par des lampes à huile, elle éplucha les registres publics des affaires, les brevets des filatures Beaumont depuis l'exposition de 78.
Et là, la révélation structurale frappa comme un éclair. Les dettes d'Élise n'étaient pas un héritage ruiné, mais une manipulation ourdie par Victor. Des factures falsifiées, signées de sa main, des avances pour des soieries italiennes qu'il avait détournées vers ses propres entrepôts à Lyon. Un complot familial, masqué par le deuil d'Henri pour s'emparer de l'Empire. Preuve en main, un extrait de livre Kesha, jauni et scellé, montrant les transferts illicites, une lettre anonyme jointe, témoignage d'un ancien employé de Victor, un tisserand ruiné qui avait fui Lyon après avoir vu les comptes truqués. Le cousin veuf est innocent, y lisait-on, les dettes sont son poison. Émilie sentit une indignation bouillonnante monter en elle, un pic rageur contre ce serpent qui exploitait le chagrin d'Henri, piétinant la mémoire d'Élise pour son ambition. Victor, avec sa cicatrice au menton et son sourire carnassier, n'était plus un rival distant. Il était le vilain incarné, un traître qui méritait la ruine publique. Pleine d'une agency nouvelle, elle agit. Au lieu de se cacher, elle rédigea une lettre ouverte, d'une écriture ferme apprise auprès d'Henri. Pas un cri du cœur, mais un document proactif, adressé au journal des débats, ce quotidien influent des milieux d'affaires. La vérité sur les Beaumont, titra-t-elle intérieurement. Elle y exposait les faits, les falsifications, les preuves du registre, appelant à une enquête publique. Signée une témoin des ombres, elle la fit porter par un coursier aux Halles, payé de ses maigres économies. L'action altéra la perception sociale. Le lendemain, l'article parut, un coup de tonnerre dans les salons parisiens. Les bourgeois du Marais, qui l'avaient moqué, murmurèrent désormais « Cette Laurent, elle démasque le complot !» Madame Lefebvre, l'épouse du notaire, envoya même un billet. « Venez au thé, nous devons parler. » Émilie, de la lavandière à l'héroïne, inversait le tabuléro. Ce soir-là, un pic d'espoir illumina son chemin. Henri apparut à la porte de la tente, trempé par la bruine, son chapeau melon à la main. Ses yeux bleus, voilés par la fatigue, s'adoucirent en la voyant. « Émilie, j'ai lu le journal. Comment avez-vous su ?» Elle l'invita à l'intérieur, dans la mansarde exiguë aux murs noircis par l'humidité. Assis sur un tabouret bancal, il écouta son récit, les preuves étalées sur la table grossière. « Ce n'était pas de la froideur de ma part, avoua-t-il enfin, sa voix grave, brisée par l'émotion. C'était le devoir. Protéger l'héritage d'Élise, même au prix de votre exil. Victor m'avait convaincu que les dettes étaient irrattrapables, un fardeau à cacher. Mais vous avez vu clair. » La réapproximation fut contenue, tissée de confiance plus que de passion. Sa main serra la sienne, un geste ferme, et leurs regards se croisèrent dans un silence profond, où la culpabilité d'Henri se muait en gratitude. « Ensemble, nous le vaincrons », murmura-t-il. Un avance du couple, une chaleur réconfortante dans la misère ambiante. Mais le val de danger suivit, plus menaçant. Victor riposta vite. Un émissaire anonyme glissa un avertissement sous la porte. « Cessez, ou je salis votre nom pour de bon. Les rues vous avaleront. » Puis une rumeur circula aux Halles, des lavandiers, payés par le cousin, accusaient Émilie de vol chez les Duval, une calomnie pour la discréditer. L'indignation publique contre Victor grandit pourtant. Des marchands, touchés par les dettes falsifiées qui avaient ruiné des familles modestes, boycottèrent ces tissus. Chaque pas en avant du couple, une visite discrète d'Henri, une promesse de justice, attisait une riposte plus féroce. Duvalier, renvoyé par Henri après aveu forcé, jura vengeance au nom de l'ancien ordre. Le pic d'indignation culmina quand Émilie, soutenue par Lefebvre, reconvertie en allié, organisa une initiative sociale. Une pétition auprès des chambres de commerce, réclamant une audite publique des filatures. Des dizaines signèrent, des tisserands lyonnais en exil parisien, leurs témoignages confirmant le complot. Victor, acculé, envoya un ultimatum. « Renoncez ou je révèle vos origines, une bâtarde des faubourgs. » Mais cela ne fit que galvaniser Émilie, transformant la peur en fureur collective contre le manipulateur. Enfin, un courrier arriva de l'Opéra Garnier.
une invitation au gala annuel des industriels sous 3 jours. Henri et elle y étaient conviés, un événement décisif où les puissants se réuniraient sous les lustres de cristal. « C'est là que nous frapperons », dit Henri, son regard luisant d'une détermination nouvelle. Émilie hocha la tête, le cœur battant. Victor y serait, et avec lui, le face-à-face inévitable. La tempête intérieure grondait encore, promettant un affrontement qui scellerait leur destin. Les lustres de cristal de l'Opéra Garnier scintillaient comme un millier d'étoiles captives, illuminant la salle en un éclat doré qui flattait les soieries et les bijoux des invités. La soirée du gala des industriels, en ce 1890, rassemblait l'élite parisienne, banquiers aux cigares parfumés, élégantes en robes à corsage brodées de perles, et magnates des affaires dont les murmures coulaient comme du champagne effervescent. Émilie, le cœur battant au rythme des violons qui entamaient une valse de Strauss, ajusta son gant de satin blanc sur sa main tremblante. Sa toilette, un cadeau d'Henri, une robe de taffetas vert émeraude aux manches gigots et à la jupe fluide ornée de dentelle lyonnaise, la transformait en une vision éthérée, loin de la lavandière des faubourgs. À ses côtés, Henri, imposant dans son habit noir, à queue de pie et nœud papillon impeccable, serrait son bras avec une fermeté protectrice. « Ce soir, nous rétablissons la vérité, » murmura-t-il, ses yeux bleus luisant d'une détermination farouche. La foule ondulait dans le grand foyer, aux colonnes peintes de fresques mythologiques et aux escaliers de marbre poli. Des rires étouffés, des cliquetis de verre et l'odeur entêtante de jasmin et de tabac emplissaient l'air. Émilie sentait les regards, certains curieux, d'autres venimeux, écho des rumeurs semées par Victor. Madame Lefebvre, en velours pourpre, s'approcha avec un sourire forcé. « Mademoiselle Laurent, quelle audace de venir ici après tout cela !» Henri coupa court. « L'audace est de notre côté, madame. La vérité illumine plus que ses lustres. » Mais au fond de la salle, près d'une colonne ornée de dorures, Victor guettait. Son paletot sombre le fondait dans l'ombre, sa moustache cirée, soulignant un sourire carnassier. À 45 ans, avec sa cicatrice au menton et son regard de serpent, il incarnait la trahison faite chair. Le sabotage final frappa au milieu du souper, servi dans la galerie des bustes où des serveurs en livrée versèrent du Bordeaux millésimé. Victor surgit comme un spectre, escorté d'un homme trapu aux favoris grisonnants, un ancien employé de Lyon, acheté pour l'occasion, vêtu d'un habit usé qui trahissait sa condition modeste. « Mes chers amis !» tonna Victor d'une voix claire, attirant les regards comme un aimant. « Ce gala célèbre l'industrie, non les impostures. Regardez cela. » Il brandit un dossier relié de cuir noir, des pages jaunies qu'il agita sous les lustres. Preuves irréfutables, Henri Beaumont, ruiné par des dettes cachées, s'allie à une aventurière des rues pour masquer ses fraudes. C'est Émilie Laurent, une voleuse, témoin à charge. Le faux employé hocha la tête, bredouillant un témoignage fabriqué. J'ai vu la demoiselle fouiller les comptes chez les Duval. Elle complote pour l'Empire. Un murmure s'éleva, un raz-de-marée social. Les banquiers reculèrent, les élégantes portèrent leurs éventails à leurs lèvres. Madame Lefebvre pâlit, et même le notaire, allié récent, hésita. Victor exultait. Son dossier, lettres falsifiées imitant l'écriture d'Élise, factures gonflées tendues comme une épée. Henri, cousin, à vous, ou je saisis les tribunaux demain. L'humiliation publique culminait. Émilie sentit le poids des yeux, un retour à la boue des rues, son ascension brisée en un instant. Henri se raidit, sa main serrant la sienne sous la table, un geste muet de soutien. Mais c'était leur choix moral qui pesait, fuir dans l'ombre ou affronter, définissant leur honneur devant cette communauté impitoyable. Émilie se leva d'un bond, sa voix claire perçant le tumulte comme un clairon. Assez de mensonges, elle fouilla dans son réticule de velours en tirant le registre de la Bibliothèque nationale, pages scellées, extraits de livres Kesha authentiques. Voici la vérité, pas vos forgeries. Son contre-attaque fut intelligente, ciselée comme un plan ourdi dans la mansarde. Elle déroula les preuves.
Les transferts illicites de Victor vers ses entrepôts lyonnais, le témoignage écrit de l'employé ruiné, non le faux, mais un autre, un tisserand honnête qu'elle avait retrouvé aux Halles, présent ce soir en témoin clé. Un homme aux mains calleuses, vêtu d'un simple gilet. « Parlez, monsieur Duval, non le banquier, mais le vrai ouvrier. » L'homme s'avança, tremblant mais ferme. « Victor m'a payé pour mentir, mais j'ai vu ses comptes. Il a volé les Beaumont, ruinant des familles comme la mienne pour son ambition. » La salle retint son souffle. Un silence électrique, puis un grondement. Les invités se tournèrent vers Victor, dont le sourire s'effrita. Émilie enchaîna, sa diction assurée, forgée par les lectures auprès d'Henri, les dettes d'Élise. Un complot de ce traître, masqué par le deuil. J'ai sauvé monsieur Beaumont d'une tempête, et ce soir, je sauve son honneur. Henri se joignit à elle, sa voix grave résonnant. « Victor, ton serpent est démasqué. Les tribunaux t'attendent pour fraude. » La communauté reconfigura tout. Des applaudissements sporadiques, puis un tonnerre, saluant Émilie non plus comme l'intruse, mais comme la justicière. Madame Lefebvre s'inclina. « Brave fille !» Les banquiers, repentis, tendirent des cartes. « Reprenons les contrats, Beaumont, avec elle à vos côtés. » La victoire fut cataclysmique, un pic d'euphorie qui balaya les ombres. Victor, blême, recula vers la sortie, son dossier tombant comme une feuille morte, huée par la foule. L'Empire sauvé, la réputation restaurée, une récompense cathartique pour leur lien forgé dans la tourmente. Si vous vibrez avec cette victoire du couple, abonnez-vous au canal pour ne rater aucune autre histoire captivante. Le silence retomba enfin, post-tempête, tandis que les violons reprenaient une mélodie douce. Dans un coin discret du foyer, Henri attira Émilie près de lui, ses doigts entrelacés aux siens dans un engagement tacite, intime, un serment muet sous les étoiles de cristal. Leurs regards se croisèrent, chargés d'une promesse plus profonde que les mots, un avenir tissé d'amour vrai, loin des intrigues. Mais dehors, Paris bruissait encore de secrets, et Victor, vaincu ce soir, ourdissait-il déjà sa revanche dans l'ombre. Les jours suivants, l'affrontement à l'Opéra Garnier s'écoulèrent dans un tourbillon de justice et de reconstruction, comme si Paris elle-même retenait son souffle après la tempête. Henri Beaumont, le magnate veuf aux épaules larges et au regard d'acier tempéré, agit avec une précision forgée dans les feux des affaires. Dès l'aube suivante, il convoqua maître Lefebvre dans le bureau de l'hôtel particulier du faubourg Saint-Honoré. La pièce, au rayonnage chargé de volumes reliés et aux tentures de velours bleu roi, sentait encore l'odeur de cire et de vieux papier. « Nous frappons maintenant », déclara Henri d'une voix grave, posant sur la table un dossier épais. Les preuves accumulées par Émilie, extraits de registres, un témoignage de tisserand lyonnais et les factures falsifiées de Victor. Le notaire, ses lunettes rondes glissant sur son nez aquilin, hocha la tête avec un respect nouveau. « Les tribunaux seront impitoyables, monsieur. Fraude, détournement d'héritage, Victor perdra tout. » Les fils légaux se nouèrent vite. Une plainte formelle fut déposée au palais de justice, près de la Seine, aux eaux grises et tumultueuses. Victor, convoqué comme un criminel ordinaire, se présenta dans le bureau du juge, son paletot sombre froissé, sa moustache cirée pendant comme un drapeau en déroute. À 45 ans, la cicatrice au menton semblait plus vive, un stigmate de sa chute. Les audiences, publiques pour marquer les esprits, révélèrent le complot dans ses détails sordides. Les avances détournées vers ses entrepôts à Lyon, les ruines familiales qu'il avait semées pour s'emparer de l'Empire Beaumont. « Traître à son sang », murmura un journaliste du Figaro, plume en main. La sanction fut concrète, impitoyable. Victor, condamné pour escroquerie et falsification, fut dépouillé de ses droits sur les filatures du Nord. Exilé à Marseille sous surveillance, il perdit son prestige. Ses associés lyonnais le renièrent et les salons qui l'accueillaient autrefois fermèrent leurs portes. « Tu m'as volé ma vie », cracha-t-il à Henri lors de la dernière confrontation, dans une salle aux murs lambrissés où l'écho de ses mots sonna creux. Mais Henri, impassible, répondit « Non, cousin, tu l'as volé toi-même.
Victor partit, ombre brisée, emportant seulement un baluchon et le poids de son ambition déçue. Madame Duvalier, sa complice involontaire, fut renvoyée avec une pension modeste. Repositionnée comme gouvernante chez les Lefebvre, elle murmura des regrets à Émilie lors d'une visite forcée. « J'ai protégé l'ancien ordre, mais vous avez apporté la lumière. » Émilie, transformée par l'épreuve, rayonnait d'une assurance nouvelle. À 20 ans, ses boucles châtaines encadrant un visage aux yeux verts vifs, elle parlait désormais avec la voix d'une leader, empreinte de compassion pour les humbles. Ces tisserands ruinés par Victor méritent justice, dit-elle à Henri un soir, dans le jardin intérieur où les rosiers refleurissaient sous un soleil timide. Ensemble, ils scellèrent leurs liens par libre choix, une alliance d'égal à égal, loin des chaînes du scandale. Pas de contrat froid, mais un rituel symbolique. Henri offrit à Émilie un anneau d'or simple, forgé à Lyon sans histoire toxique, gravé d'une rose entrelacée, écho à la broche du passé, mais purifié. Pour nous, sans ombre, murmura-t-il en glissant l'anneau à son doigt. Leurs mains se joignant dans un serment muet. Elle accepta, le cœur gonflé, et leurs lèvres se frôlèrent en un baiser doux, par amour pur, sous les branches fleuries. Le nouveau équilibre s'établit, solide comme les pavés parisiens. L'empire Beaumont renaquit. Les contrats avec les Anglais reprirent, les filatures du Nord prospérèrent sous une gestion partagée. Henri, veuf inconsolable devenu partenaire, délégua à Émilie la supervision des ateliers où elle introduisit des réformes, salaire décent pour les ouvrières, pause pour les enfants tisserands. Leur legs prit forme dans une œuvre sociale. Une école de couture gratuite près des Halles, financée par les bénéfices des soieries. Pour que plus d'Émilie sorte des rues, déclara-t-elle lors de l'inauguration, sa voix résonnant dans une salle aux murs blancs et aux fenêtres hautes, où des dizaines de jeunes filles en robe simple applaudissaient. Henri, à ses côtés, posa la première pierre, sa main sur son épaule, démonstration de leur transformation. Lui, plus ouvert, guidé par la compassion, elle, leader compatissante, sa cicatrice au poignet désormais un badge d'honneur. Les coadjuvants trouvèrent leur place. Lefebvre, récompensé par un partenariat dans les affaires, devint mentor fidèle, invitant le couple à ses thés du Marais sans un mot de ragot. Margot, la cuisinière provençale, fut promue intendante, ses plats provençaux honorant les dîners où Émilie recevait désormais des égales. Même la tante d'Émilie, la lavandière aux mains noueuses, s'installa dans une petite maison aux abords de Paris, payée par un fonds de gratitude. « Tu as gravi la montagne, ma fille », lui dit-elle un après-midi, les yeux humides, tandis qu'elle marchait le long de la Bièvre assainie. L'image finale se grava dans la mémoire. Un soir d'été, 3 mois plus tard, Henri et Émilie sur le balcon de l'hôtel, dominant les toits de zinc rougissant sous le coucher de soleil. Paris s'étendait, scènes scintillantes, boulevards animés de fiacres et de rires. Leurs doigts entrelacés, ils regardaient l'horizon, un futur de voyage à Lyon, de bal sans intrigue, d'enfants peut-être, nés de cet amour forgé dans la tempête. Émilie appuya sa tête sur l'épaule d'Henri, murmurant « De la rue au cœur de tout ». Il l'embrassa tendrement, un baiser par amour vrai, tandis que l'école en bas bourdonnait de voix joyeuses, legs vivants de leur victoire. Pourtant, un ganchot suave persistait. Un courrier arriva ce soir-là, scellé d'un sceau inconnu, une invitation d'un consortium anglais pour une foire à Londres. « Ensemble ?» demanda Henri. Émilie sourit, l'anneau luisant. L'aventure appelait, une porte ouverte sur d'autres horizons. 10 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit de tempête qui avait tout changé, et Paris, toujours fière et changeante, portait encore les cicatrices et les gloires de la belle époque. L'hôtel Beaumont du faubourg Saint-Honoré se dressait inchangé, ses colonnes ioniques luisant sous un soleil d'automne doux, mais l'intérieur bruissait désormais d'une vie nouvelle, plus chaleureuse que les ombres du veuvage passé. Henri, à 50 ans, avait les tempes grisonnantes et des rides profondes autour des yeux bleus, marque d'une sagesse conquise à travers les épreuves.
Son empire textile s'était étendu, filature de lions rayonnant jusqu'au marché d'Angleterre et d'Italie, mais il déléguait avec une sérénité qu'il n'avait pas connue autrefois. Émilie, à 30 ans, était une femme accomplie, ses boucles châtaines relevées en un chignon élégant, orné d'un peigne d'ivoire, sa silhouette affinée par les années portant une robe de soie crème, aux manches longues et à la taille soulignée d'un ruban de velours, conforme au mode raffiné de 1910. Leur mariage, célébré 2 ans après le scandale de l'opéra, avait été un événement discret mais marquant. Une cérémonie à l'église Saint-Philippe du Roule, entourée d'alliés fidèles comme Maître Lefebvre et Margot, la cuisinière promue intendante. Pas de faste ostentatoire, mais un rituel intime où Henri avait glissé l'anneau gravé d'une rose à son doigt, murmurant « De la tempête à l'éternel ». Leur amour avait résisté au temps, forgé dans la confiance et les silences partagés, loin des passions tumultueuses des romans. Il s'était approfondi, comme un vin millésimé. Des promenades le long de la Seine au crépuscule, des soirées dans la bibliothèque où Émilie lisait encore Verlaine, sa voix douce, apaisant les rares ombres du passé. « Tu es mon refuge », lui disait-il souvent, sa main couvrant la sienne sur le livre d'Élise, conservé comme un talisman purifié. La famille s'était agrandie, un legs vivant de leur union. 2 enfants illuminaient leur quotidien. Louis, 8 ans, un garçon aux yeux vifs d'Émilie et à la détermination d'Henri, qui courait déjà dans le jardin intérieur, poursuivant un cerceau de bois sous les rosiers. « Papa, raconte-moi la tempête !» implorait-il, perché sur les genoux de son père lors des dîners, où Margot servait des plats provençaux relevés d'herbes fraîches. Et puis Élise, la cadette de 5 ans, nommée en hommage discret, une fillette aux boucles châtaines et au rire cristallin qui tirait sur la jupe d'Émilie pour qu'elle chante des comptines des faubourgs. « Maman, les rues étaient-elles vraiment si sombres ?» et demandait-elle, innocente, ignorant les luttes qui avaient pavé leur chemin. Émilie souriait, serrant sa fille contre elle. « Oui, ma chérie, mais la lumière arrive toujours pour les cœurs courageux. » Les changements sociaux et familiaux étaient profonds, un équilibre reconquis avec compassion. L'école de couture près des Halles, fondée par Émilie, prospérait désormais. Un bâtiment aux murs blancs et aux fenêtres hautes, où des dizaines de jeunes filles, orphelines comme elles l'avaient été, apprenaient non seulement à coudre des motifs floraux sur soie, mais aussi à lire des contrats, à négocier avec les fournisseurs. Pour que plus personne ne reste dans l'ombre, expliquait Émilie lors des inaugurations annuelles, sa voix résonnante avec une autorité bienveillante. Henri l'accompagnait, fier, finançant les extensions avec les bénéfices des filatures réformées, salaire juste pour les ouvriers, ateliers aérés pour contrer la silicose qui rongeait les poumons des tisserands. La tante d'Émilie, autrefois lavandière courbée par la bièvre polluée, vivait désormais dans une petite maison aux abords de Versailles, un cadeau pour ses vieux jours. « Tu as transformé la misère en miracle », lui confiait-elle lors de visites, les yeux humides, serrant les mains lisses de sa nièce. Mais certains avaient payé un prix élevé pour leur choix, un rappel nostalgique des ombres traversées. Victor, l'antagoniste brisé, errait en exil à Marseille, réduit à gérer un modeste entrepôt de cordage au port, sa cicatrice au menton plus saillante sous un soleil impitoyable. Les tribunaux l'avaient dépouillé de tout, fortune envolée, famille reniée et une solitude amère qui le rongeait comme les dettes qu'il avait forgées. On murmurait qu'il buvait seul, dans des cabarets enfumés, hanté par le gala de l'opéra où son empire s'était effondré. Madame Duvalier, la gouvernante aux lèvres pincées, avait sombré dans l'oubli. Renvoyée, elle avait tenté de retrouver du travail, mais les ragots l'avaient suivie comme une malédiction. Vivant d'une maigre pension chez une sœur à Lyon, elle écrivait parfois à Émilie des lettres tremblantes. « J'ai défendu un fantôme. Pardonnez-moi. » Émilie répondait avec pitié, sans rancune, transformant la vengeance en leçon. Ce jour d'automne, alors que les feuilles rougissaient les boulevards, la famille se rassemblit dans le salon aux tentures bleu roi. Henri, assis près de la cheminée où crépitait un feu discret, tenait Élise sur ses genoux,
tandis que Louis dessinait des motifs de tissu sur un cahier. Émilie entra, portant un plateau de thé fumant et de madeleines saupoudrées, un écho doux à leur première rencontre. « Racontez-nous encore, maman », supplia Louis, ses yeux pétillants. Elle s'assit, son regard croisant celui d'Henri, un échange chargé d'émotions, de ces silences qui disaient tout. « Il y a 10 ans, une tempête a frappé Paris. J'étais dans la rue, trempé, seul, et ton père, gisant sous la pluie, m'a tendu la main sans le savoir. » Oh, sa voix se fit plus basse, nostalgique. C'était le début d'un monde nouveau, de nous. Henri serra sa main, un geste simple mais profond. Et regarde ce que nous avons bâti. Dehors, Paris s'étendait, la Seine miroitant sous un ciel clair, les réverbères à gaz attendant la nuit pour s'allumer. L'amour avait triomphé, résistant aux orages du temps. Un lien d'âme, où la compassion et la force se mêlaient. Les enfants rirent, ignorant les prix payés, et Émilie sentit une larme couler. Pas de tristesse, mais de gratitude infinie. La tempête n'était plus qu'un souvenir, un conte chuchoté pour inspirer les générations à venir. Dans ce foyer, l'horizon s'ouvrait, éternel et lumineux. Chers auditeurs, alors que les échos de cette histoire s'estompent comme la pluie après la tempête, permettez-moi de vous laisser avec une réflexion profonde sur le chemin d'Émilie et d'Henri. Leur saga, née d'une nuit orageuse en 1890, nous enseigne des leçons éternelles. Le courage d'une âme humble peut ébranler les remparts des puissants et l'amour véritable, forgé dans l'adversité, un triomphe des complots les plus sombres. Dans la belle époque où les classes sociales semblaient gravées dans le marbre haussmannien, Émilie nous montre que la résilience transforme la misère en legacy et que la justice, quand elle est poursuivie avec intégrité, humilie les serpents comme Victor sans jamais salir l'honneur des justes. Henri, à son tour, incarne la rédemption. Un veuf cloîtré dans son deuil apprend que la vulnérabilité n'est pas faiblesse, mais pont vers une connexion authentique. Ensemble, ils prouvent que les tempêtes de la vie, sociale, émotionnelle ou familiale, ne détruisent pas, mais révèlent la force intérieure qui sommeille en chacun. Pensez-y, combien de fois avons-nous, comme Émilie, hésité au bord d'un gouffre, craignant le jugement des salons invisibles qui nous entourent. Leur victoire nous motive à oser, à défier les ombres du passé pour embrasser un horizon lumineux. C'est une invitation à cultiver la compassion dans nos propres batailles quotidiennes, à transformer les dettes du cœur, regrets, solitude, en alliances solides. Et si, comme eux, nous choisissions l'action-propreté au lieu de la résignation, cette histoire n'est pas qu'un conte d'époque, elle est un miroir pour nos âmes, rappelant que chaque rue glissante peut mener à un palais intérieur si l'on tend la main sans peur. Dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti en suivant Émilie des pavés trempés au lustre de l'opéra. Avez-vous vibré avec leur premier regard complice ou pleuré lors de la séparation forcée? Partagez vos émotions, car vos mots inspirent de nouvelles narrations. Et pour savoir qui a tenu jusqu'au bout de cette épopée, écrivez le mot « rose » dans les commentaires. Un clin d'œil à l'anneau qui scella leur destin et un signal pour que je sache que vous êtes des âmes fidèles, prêtes à propager ces récits au monde. Si cette histoire vous a touché, likez pour encourager d'autres cœurs à découvrir ces drames intenses de la France d'antan. N'oubliez pas de jeter un œil aux cartes ci-jointes. D'autres sagas passionnantes vous attendent, comme des romances enflammées à Lyon ou des intrigues somptueuses à Nice, où l'amour défie les conventions avec la même ferveur. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ces voyages dans le temps où chaque chapitre pulse d'émotion et de triomphe. Merci d'avoir partagé cette nuit de tempête avec moi. Que votre propre chemin soit éclairé par des victoires aussi cathartiques. À bientôt pour de nouvelles histoires qui font battre le cœur.